Parole à Caroline Maury. Alors, c'est une communication que je présente, mais qui a été réalisée avec deux de mes collègues, donc Salma Midi et Sylvie Lardon, qui sont toutes les deux géographes. Donc, cette communication portera sur le dispositif d'élaboration du SCOT du Grand Clermont et sur les effets de la participation dans ce dispositif. Alors, je reviendrai dans un premier temps sur le contexte d'élaboration du SCOT et sur le dispositif qui a été privilégié pour l'élaborer. Et ensuite sur les temporalités de la participation dans ce dispositif. On verra que c'était un exercice obligé, puisqu'il y a des contraintes législatives là-dessus, et qu'il y a eu quelques interprétations de ce dispositif et des choses qui ont été mises en place, alors même que la loi n'en faisait pas obligation. On évoquera également quelques petits éléments de sémantique clermontoise, puisque quand on dit participation, dans le cadre du SCOT du Grand Clermont, c'est une forme particulière de participation et je voulais être assez précise là-dessus. Et enfin, je poserai une série de trois questions qui concernent plus l'effet de la participation et le rapport de la participation à l'action publique. Première question sur la temporalité de la participation et le rapport entre cette temporalité et les temporalités de l'action publique. On verra qu'il y a des décalages et que ça pose des questions. Sur les effets de la participation sur les acteurs de l'action publique et sur la question d'articulation des échelles d'action publique. On verra que la participation a quelques effets là-dessus dans le cas qui nous concerne. Alors, je vais donner quelques éléments de contexte en précisant d'abord que cette étude a été réalisée à différentes phases du SCOT et finalement on a balayé un dispositif dans son intégralité puisqu'on arrive aujourd'hui à la fin de l'élaboration du SCOT. Donc on a une visibilité sur tout le dispositif d'élaboration du SCOT. On a été présente les unes ou les autres à différents moments de cette élaboration. Salma Midi plutôt au début, Sylvie Lardon plutôt au milieu et moi plutôt sur la fin. Donc on a une vision de la continuité. Alors quelques éléments de contexte rapidement. Le SCOT du Grand Clermont a été mis en place dans la continuité de la mise en place du pays du Grand Clermont. Et le projet du SCOT a été porté par le pays du Grand Clermont et animé par le CEPAC, qui est le syndicat d'élaboration et de programmation de l'agglomération clermontoise. CEPAC, donc, qui comprenait les élus des différentes EPCI qui composent le Grand Clermont, réunis donc en 3 commissions thématiques, plus un bureau d'élus qui s'occupait particulièrement du SCOT. Alors, vraiment pour préciser là cette question-là, dans le cas du Grand Clermont, et ce n'était pas le cas pour tous les SCOT, la planification stratégique était vraiment un projet politique qui était piloté par des élus locaux qui se sont associés pour ça avec des partenaires techniques et notamment avec une forte présence de l'agence d'urbanisme. Donc il y a vraiment une association entre un portage politique et un aspect technique qui était porté par l'agence d'urbanisme. On verra plus tard les relations entre ces deux pôles plutôt techniques ou plutôt politiques. Alors, 2005 est la date à laquelle le processus de SCOT a été engagé. Donc on va voir tout ce processus-là. On arrive aujourd'hui à la fin du processus avec un imprévu, c'est-à-dire que le processus le SCOT a été arrêté en mars 2010 et donc ensuite il a été soumis au préfet qui l'a refusé. Donc là il y a eu vraiment une espèce de séisme, c'est quelque chose d'assez imprévu, un petit peu prévisible quand même pour les acteurs extérieurs qui regardaient le dispositif puisque des personnes publiques associées avaient émis un avis négatif. Et le préfet donc a refusé le SCOT. Alors on était dans une temporalité qui était un peu particulière puisque le SCOT a été arrêté en mars 2010 et en juillet 2010 il y a eu le vote donc, des lois Grenelle qui introduisaient des prescriptions supplémentaires pour les SCOT. Et donc le SCOT qui avait fait tout son dispositif d'élaboration avant a été un peu victime de ça, c'est-à-dire qu'il y avait cette question des obligations du Grenelle qui n'avait pas été anticipée lors de la mise en œuvre, qui est revenue. Il y avait également des tensions sur des éléments du SCOT, et notamment une tension entre l'objectif qui était porté politiquement assez fortement d'avoir un seuil de 50 000 habitants en plus pour 2030, avec ces questions de métropolisation, d'objectifs de pôle métropolitain,
qui est confronté à la question de la préservation des terres agricoles, notamment des terres agricoles de Liman, qui est un espace à forte valeur agricole. Et donc il y avait quand même des tensions qui laissaient prévoir que ce SCOT risquait d'être refusé. Alors, je passe assez rapidement. Peut-être que ça a quand même été quelque chose qui a marqué les élus, ce refus du SCOT. En plus, un préfet qui est quand même assez proche du gouvernement et notamment proche d'un ministre qui vient du Puy-de-Dôme, donc il y a des collusions politiques, et qui a eu une attitude assez forte envers les élus locaux et ils l'ont assez mal pris. C'est-à-dire qu'il y a eu non seulement le contenu, mais la manière qui a été quand même assez mal vécue par les élus locaux. Donc ça, c'est un élément de contexte. Donc actuellement, l'agence d'urbanisme a retravaillé avec les élus le contenu du SCOT. Il a été voté dans la plupart des EPCI. Et donc, on est à l'état actuel, à la deuxième phase d'avis. On attend l'avis du préfet. Voilà donc pour ce qui est l'état aujourd'hui. Alors, là, c'est un peu une schématisation. J'espère que vous voyez le schéma qui est présenté. Pour montrer un peu la temporalité dans laquelle s'inscrit l'étude. Et donc, il y a également les temporalités dans lesquelles s'inscrit la participation par rapport au dispositif SCOT. Et il y a un élément qu'on a plus particulièrement étudié, qui se situe vers la fin de la boucle, là entre le rose et le rouge, finalement, qui était le prévisionnel, qui s'appelle les AMOS. Alors c'est AMOS pour dire atelier de mise en œuvre du SCOT. Et donc j'y reviendrai, mais c'est un dispositif participatif qu'on a particulièrement étudié dans le détail, c'est-à-dire les temps présents, etc. Alors, les formes que revêt la participation dans le cadre du SCOT, je dirais qu'il y avait un minimum réglementaire, c'est-à-dire que les collectivités territoriales, les EPCI, les associations, si elles le demandaient, devaient être associées dans la phase de diagnostic. Au départ de la mise en œuvre du SCOT, l'agence d'urbanisme s'en est tenue à ce minimum réglementaire. Et puis on a vu petit à petit apparaître des formes de participation qui étaient diverses et qui s'articulaient les unes avec les autres. Alors que ce soit de l'information qui était portée au public, qui était décrite par les membres de l'agence d'urbanisme, comme de la participation. De la consultation, plutôt on va consulter des partenaires pour avoir leur avis, et puis quelque chose qui était plus de la concertation, où là on faisait produire quelque chose aux acteurs participants. Ces différentes formes impliquaient pour les participants des formes d'action différentes. Et alors j'ai essayé de faire un petit peu une temporalité de ces alternances entre des phases de participation qui étaient assez ouvertes et d'autres qui sont beaucoup plus resserrées. Alors, première phase, c'était une phase de consultation qui était un petit peu le lancement du dispositif SCOT et qui visait à recueillir les attentes et les préoccupations vis-à-vis du SCOT. Phase qui était très orientée vers les élus locaux. Deuxième phase, une phase de concertation où là il y a eu une mise en place d'outils particuliers, d'outils de participation particuliers pour faire une problématisation générale du territoire et de ses enjeux. Là, on était encore une fois dans un cercle assez restreint, les élus, les personnes publiques associées et des techniciens. Donc là, un cercle très restreint. Et l'idée qu'il fallait mettre en place des méthodes innovantes. On va voir après ce que ça signifie. Et il a été mis en place un jeu de cartes pour faciliter les échanges, cartes qui étaient basées sur des éléments qui avaient été réunis par les techniciens. Donc deuxième phase, une méthode innovante et un schéma technique un peu particulier avec le jeu de cartes, mais quand même un public très restreint. Troisième phase, une phase d'information où là le public est plus large, mais où l'implication des acteurs dans la participation est bien moins, puisqu'il s'agissait vraiment juste d'information. Alors ça s'appelait réunion de concertation déconcentrée. En réalité, c'était plutôt les membres impliqués dans les ateliers précédents qui venaient faire part de ce qui était sorti de ces ateliers. Donc c'est bien une présentation des résultats et non pas susciter une concertation là-dessus.
donc au sein des conseils communautaires des EPCI qui étaient membres du CEPAC. Donc on fait part des résultats de la phase précédente dans ces réunions-là. Ensuite, il y a eu une phase qui mêlait information, consultation, plus un aspect communication. C'est-à-dire qu'on informait là le grand public. Là, pour le coup, le public était plus du tout restreint. On informait le grand public. Il y avait un débat avec certains élus, plus une boîte de communication qui est venue faire une espèce de, on pourrait dire, une performance, un happening sur le Grand Clermont, avec le terme du volcanien. Alors il y avait toute une imagination là-dessus, l'esprit volcanien, etc. Donc là, vraiment très largement ouvert, mais en revanche, une participation assez minimale, parce que finalement, il suffisait d'assister. On assistait à ces choses-là, et il y avait quand même peu de remontées qui étaient possibles.